Nous allons commencer notre audition de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est accompagné par son collaborateur Pierre-Noël Clausade. Les excuses du président Milon, président de la commission des affaires sociales et de cette commission d'enquête, qui est retenu sur son département. L'objectif, je le rappelle, de cette audition est d'éclairer la commission sur le pilotage national et territorial de la crise sanitaire, sur l'action du ministère de l'Intérieur dans la gestion de cette crise lorsque vous étiez en fonction, mais aussi sur la façon dont il a fait face, notamment en tant qu'employeur, par rapport à cette épidémie. Et puis des questions spécifiques viendront sans doute, en tout cas, sur la question des contrôles aux frontières, puisque le bureau de la Commission a effectué un déplacement à Roissy il y a quelques jours. Alors, il est de tradition dans ces auditions de donner la parole à notre invité pendant 5-6 minutes, de façon à faire un propos liminaire pour ensuite passer la parole au rapporteur et à l'ensemble de nos collègues ensuite. Mais avant, il s'agit, comme nous sommes dans une commission d'enquête, de vous rappeler que tout propos mensonger est susceptible d'une amende de 75 000 € et ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusque 5 ans. Et je vais vous demander de prêter serment en disant la vérité, rien que la vérité, et en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous passe la parole pour le propos liminaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, cette audition intervient, pour ce qui me concerne, à un moment particulier, mais surtout dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons depuis le premier trimestre de cette année et qui a demandé une réponse forte de l'État, mais crise sanitaire dont chacun sait ici qu'elle n'est pas terminée. Et un moment particulier pour ce qui me concerne, parce que je ne suis plus aujourd'hui, vous l'avez rappelé, ministre de l'Intérieur, et je suis redevenu député des Alpes de Haute-Provence. Et si je suis devant vous, évidemment, comme ancien ministre de l'Intérieur, je répondrai avec les moyens qui sont dorénavant les miens et qui ne sont pas ceux du ministre de l'Intérieur, avec la capacité de mobiliser les services pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Et nous serons peut-être amenés, du coup, à solliciter en parallèle les uns et les autres, le ministère de l'Intérieur, pour plus de précision, si cela vous apparaissait nécessaire. Ce que je sais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est que depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a agi en prenant des décisions fortes, guidées, et c'est une particularité dans cette gestion de crise par l'avis des médecins et des experts. Des décisions qui n'ont eu qu'un seul et unique objectif, préserver la santé des Français et donc pour cela préserver notre système de soins. Je répondrai évidemment dans quelques instants à vos interrogations, mais je souhaitais en quelques mots faire un premier bilan de la période que nous avons vécue. D'abord, je souhaiterais revenir sur la manière dont s'est construite la réponse de l'État à l'urgence sanitaire. Coordonnée, ferme, cette réponse suivait les orientations fixées par le Président de la République, en particulier lors des conseils de défense et de sécurité nationale, à la lumière toujours des recommandations du Conseil scientifique placé auprès du chef de l'État. Sous l'autorité unique du Premier ministre, cette réponse reposait sur 3 piliers. Tout d'abord, le centre de crise sanitaire du ministère des Solidarités et de la Santé, qui était en charge, mais qui est toujours du pilotage concernant la réponse sanitaire à la crise. Ensuite, le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, chargé notamment du lien avec les Français de l'étranger. Enfin, il y a, vous le savez, au sein du ministère de l'Intérieur, la cellule interministérielle de crise, la CIC. Et cette cellule fonctionne et n'existe qu'au service des décisions prises par le Premier ministre et sous sa seule autorité, même si elle est placée au ministère de l'Intérieur. Et c'est pourquoi elle rassemble d'ailleurs en son sein, dans ses différentes réunions quotidiennes, tous les ministères concernés par la crise et par cette crise en particulier. Pour le volet non sanitaire de la gestion de crise, c'est donc au sein de la CIC, dans ces différentes formations, que les décisions sont préparées, que les arbitrages sont pris par le directeur de cabinet du Premier ministre. La CIC assure la transmission de ces décisions aux administrations concernées, et notamment aux préfets, qui sont dans chaque département en charge de coordonner notre action. Je reviendrai sur le rôle qui était le mien. Parce qu'au fond, j'assurais pour ma part le lien avec les préfets au sein de la CIC dans une réunion quasi quotidienne dès son installation le 17 mars. Je les informais non seulement des décisions prises en les expliquant, mais je veillais aussi à recueillir leurs observations
afin de mieux appréhender les problèmes qui se posent sur le territoire. Et vous le savez, nous avons agi, décidé de façon empirique et adaptée au fur et à mesure de ce qui remontait en termes de perception et de capacité à mettre en œuvre sur le territoire nos décisions. Et on a su s'adapter dans ce dialogue permanent entre la CIC, les préfets, les collectivités locales. J'aurai certainement des questions qui me permettront de développer cela. Il était pour nous essentiel de construire cela comme une démarche proactive parce que c'était l'assurance que les mesures prises soient applicables, qu'elles soient appliquées et, si nécessaire, et c'est arrivé très souvent, corrigées pour tenir compte des circonstances propres au plus près de nos concitoyens. Au niveau de la CIC, il y a eu jusqu'à 72 agents qui étaient issus de 10 ministères différents. Et la CIC est organisée en différentes cellules, suivant l'organisation classique des cellules de crise: situation, anticipation, logistique, communication et décision. Par ailleurs, en plus de ces cellules habituelles, une cellule dite thématique interministérielle a été créée dès la première semaine de confinement, afin de permettre quotidiennement de trancher des questions complexes et touchant plusieurs ministères. Ce système, vous le savez, a déjà fait ses preuves, mais dans des circonstances différentes, notamment sur la temporalité. Mais il avait été mis en place, par exemple, sur les attentats de 2015 ou lors des graves intempéries qui avaient affecté Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il permet, ce système, une coordination efficace, j'ai pu en être témoin, des services de l'État et une réponse rapide aux enjeux que nous rencontrons. Je veux ajouter que la CIC a déployé un certain nombre d'outils pour nous permettre de mieux aborder la crise sanitaire. Une plateforme, par exemple, pour les acteurs étatiques de cette crise a ainsi été créée, mais aussi des outils pour permettre au contrôle parlementaire sur les décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence, avec une communication numérique de l'ensemble des décisions qui étaient prises à destination du président du Sénat comme du président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, mesdames, messieurs, monsieur le président, j'ai gardé la plus grande attention permanente à ce qui est, à côté du contrôle parlementaire, un dialogue constant qui soit organisé par les préfets sur les territoires avec les parlementaires, députés et sénateurs, pour faire en sorte que nous puissions, sur ces sujets, là encore, donner le maximum d'informations pour partager, non pas la contrainte, mais pour partager l'information et la remontée d'informations pour adapter nos décisions. Voilà pour l'organisation de cette CIC. Je voudrais évoquer rapidement, parce que j'ai vu que c'était des questions sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, et vous donner mon regard sur la gouvernance territoriale de la gestion de cette crise qui a bouleversé nos quotidiens et demandé une réponse forte de l'État, mais aussi, et vous le savez ici au Sénat mieux que d'autres encore, une réponse coordonnée de l'État et des collectivités territoriales. Dès les premières heures de la crise sanitaire, j'ai souhaité que les collectivités, et les maires en particulier, soient associés à notre travail. Par l'intermédiaire des réunions que je présidais quotidiennement avec les préfets de région, j'étais en contact régulier avec les élus locaux. J'ai pu mesurer leurs inquiétudes, leurs attentes, mais aussi, et j'insiste sur ce sujet, leur volonté de faire, et évidemment leur mobilisation totale pendant toute cette période, soit d'initiative, soit aux côtés des représentants de l'État. L'état d'urgence sanitaire, vous le savez, a habilité essentiellement le Premier ministre, le ministre chargé de la Santé et, au plan local, les préfets, pour prendre les mesures utiles pour faire face à l'urgence sanitaire. Pour autant, les autorités investies des pouvoirs de police générale, et je veux parler des maires, étaient en capacité, avec les instruments dont ils disposaient, de compléter ce dispositif. C'est ainsi qu'un certain nombre d'arrêtés ont pu être pris à la demande des maires, qu'il s'agisse de couvre-feu ou d'interdiction d'accès. Je pense par exemple dans les premières décisions, à la décision de fermeture de la promenade des Anglais à Nice ou alors la fermeture des berges de la Seine à Paris. Ce sont quelques exemples que j'évoque parce qu'ils ont été particulièrement médiatisés, mais en réalité, un peu partout en France, des arrêtés de ce type ont pu être pris grâce au travail conjoint entre les préfets et les maires. Il en a été de même pour les ouvertures dérogatoires de marché, pour lesquelles j'avais demandé aux préfets de venir à tenir compte de l'avis des maires. Et la même démarche aussi avait été mise en place pour anticiper les difficultés dans le domaine de la gestion des cimetières, où les préfets ont travaillé en lien étroit avec les maires. J'ai fait ce choix, et je le revendique en termes de management de cette gestion de crise, de demander aux préfets d'accompagner les maires dans leur démarche pour que, dans le respect du droit, évidemment, nous puissions traiter de manière la plus efficace possible les différents sujets. Et c'est une décision qui me semblait naturelle, car c'est bien au niveau local que l'on connaît mieux les situations et les risques locaux. C'est d'abord une conviction d'efficience, c'est une conviction personnelle. J'ai été maire d'une petite sous-préfecture des Alpes-de-Haute-Provence pendant 16 ans, et c'est une conviction qu'évidemment j'ai conservée intacte quand j'étais ministre de l'Intérieur et qui m'habite évidemment comme élu député aujourd'hui. Cette relation préfet-maire
particulièrement intense et efficace lors de la période de confinement, a été tout aussi, si ce n'est plus encore, importante et nécessaire pour réussir le déconfinement. Le déconfinement obéissait à une stratégie claire, la réouverture progressive, prudente et vigilante du pays. Nous avions comme objectif, déjà, de retrouver la vie la plus normale possible en prenant notre temps pour être certain que la circulation du virus, que le confinement a bien réussi à contenir, ne puisse pas reprendre. Il ne s'agissait donc pas de tout rouvrir d'un coup, mais d'avancer en tenant compte de la situation sanitaire. Au départ, certaines restrictions ont été maintenues dans les déplacements, par exemple, mais vous l'avez bien en tête. Nous avons aussi adopté alors une stratégie territorialisée qui a fait ses preuves en ajustant les mesures prises et la vitesse du déconfinement en fonction des indicateurs dont nous disposions. Dès le 6 mai, le Premier ministre a demandé dans une circulaire aux préfets et aux directeurs généraux des ARS de s'appuyer systématiquement sur les élus locaux. Nous avons également souhaité institutionnaliser ce dialogue par la création de comités locaux de levée de confinement pouvant réunir, suivant les sujets, l'État, les collectivités locales, les acteurs économiques, les acteurs sociaux. J'ai pour ma part également veillé à ce que les parlementaires soient tenus informés régulièrement par les préfets, invitant d'ailleurs très régulièrement ces derniers à tenir des boucles d'échange avec les parlementaires de leur département. Et pendant cette période où j'avais organisé des conférences Zoom aussi avec les élus, les maires, j'ai toujours veillé à interroger les acteurs locaux pour être sûr que les préfets n'avaient pas oublié cette instruction que j'avais pu leur donner. Et le fait que les préfets sachent que je pouvais vérifier cela a contribué, je crois, à une vraie efficacité de ces échanges-là, mais vous pourrez en témoigner ou contester la réalité sur le terrain. Ensuite, nous avons aussi travaillé en faisant évoluer le cadre réglementaire de l'état d'urgence sanitaire et nous avons voulu, dans ce cadre-là, nous, le gouvernement, que les préfets continuent à travailler étroitement avec les collectivités locales pour toutes les questions locales. C'est ainsi que nous sommes inspirés de la règle qui s'appliquait pour les marchés afin d'organiser la réouverture des plages, des lacs ou des bases nautiques et nous l'avons fait du coup à la demande des maires et quand un certain nombre de règles pouvaient être respectées. C'est le même principe durant la phase 1 du déconfinement et c'est après avis du maire que les préfets ont pu autoriser l'ouverture de certains musées, certains monuments ou certains zoos. C'est également après l'avis des maires que les préfets ont pu interdire, quand les caractéristiques de ces lieux de commerce ou de ville imposaient, au vu de la doctrine sanitaire, l'ouverture de certains marchés ou certains centres commerciaux de plus de 40 000 m². Durant la période de déconfinement, l'action du ministère de l'Intérieur s'est concentrée sur 3 aspects. Veiller au bon respect des mesures décidées, je pense par exemple à la limitation des déplacements de plus de 100 km dans un premier temps. Continuer à coordonner l'action des différents services de l'État, je pense par exemple à l'action du ministère pour assurer la logistique de l'arrivée des masques ou encore de l'aide apportée par les préfectures aux plus petites communes qui n'avaient pas pu acheter de masques. Et enfin, préparer ainsi aussi l'organisation ou non des élections municipales, puisque nous devions nous tenir prêts face à tous les cas de figure. La CIC, je dis ou non, en fonction des élections qui avaient été validées dès le premier tour. La CIC a ensuite évolué dans sa forme, elle a déménagé dans de nouveaux locaux, toujours au sein du ministère de l'Intérieur, et elle a conservé sa vocation d'instance de décision avec des représentants de tous les ministères au meilleur niveau, mais pas avec la même intensité, la même régularité, la même urgence que celle que nous avons connue avant le confinement et pendant le confinement. Je veux ajouter également que j'ai continué à mener des échanges extrêmement réguliers avec les préfets de région et les préfets de département afin d'assurer un pilotage toujours au plus près du terrain. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, permettez-moi pour conclure de revenir sur l'action des forces de sécurité intérieure pendant cette crise. Pour faire respecter la règle du confinement, nous avons déployé 100 000 policiers et gendarmes partout sur le territoire afin qu'ils puissent contrôler et verbaliser, quand c'était nécessaire, les contrevenants. Et je peux vous dire que les contrôles se sont déployés partout, sans aucune exception. La mission des forces de l'ordre a été d'autant plus exigeante que les luttes contre la délinquance ou contre le terrorisme n'ont pas connu de pause. Le drame qui est survenu le 4 avril à Romans-sur-Isère nous le rappelle, ce fut un attentat terroriste. Et je voudrais dire ici une nouvelle fois toute l'admiration qui était la mienne et qui demeure la mienne alors que j'ai quitté mes fonctions sur leur engagement constant. Nous avons, pendant cette période, veillé à organiser leur temps de travail. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais revenir sur ce sujet-là pour garantir à la fois la permanence pour certains chefs de pôle et la capacité d'intervenir en cas d'épidémie de Covid, mais pour faire en sorte qu'on puisse couvrir l'intégralité du territoire, 24 heures sur 24, par une présence policière ou une présence de gendarmerie.
Voilà, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu être trop long dans ce propos liminaire. Je vais donc m'arrêter ici. Beaucoup d'autres sujets pourraient être abordés et je suis sûr que nos échanges en seront l'occasion. Je vous remercie, je me tiens à votre disposition et je vous précise que je répondrai en fonction des éléments qui sont à ma disposition aujourd'hui et qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux dont je disposais quand j'étais ministre de l'Intérieur, malgré l'accompagnement de mon collaborateur parlementaire. Merci, Monsieur le Ministre. Sylvie Vermeillet, vous posez les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé liminaire. J'aurais deux questions brèves et précises. Bien sûr, vous n'êtes plus ministre de l'Intérieur, mais je pense que vous avez été parfaitement confronté à ces deux points. La première, vous avez parlé de la gouvernance territoriale, l'instruction selon laquelle les maires devaient être associés à vos travaux et l'appui systématique sur les élus locaux. Alors, un premier problème concerne les commandes de masques faites par les régions Grand Est et région de Bourgogne-Franche-Comté. Ces commandes ont été livrées à l'aéroport de Bâle-Mulhouse les 2 avril et les 6 avril, et l'État a saisi ces commandes de masques. Alors, certes, nous étions dans un dispositif de guerre, comme le président de la République l'a dit, mais si les collectivités avaient commandé des masques, ces masques étaient destinés en priorité au personnel des EHPAD, aux patients dans les EHPAD, au personnel des collectivités. Et on peut quand même penser que ces masques relevaient d'un emploi tout à fait indiqué. Alors voilà, est-ce que vous avez ordonné cette saisie de masques? Est-ce que vous avez validé cette action? Et si c'était à refaire, est-ce que c'est ainsi qu'il faudrait que ça se reproduise? J'ai pu constater lors de l'audition des élus d'Île-de-France que la même opération ne s'était pas produite, c'est-à-dire que les commandes de la région d'Île-de-France n'avaient pas été saisies par l'ARS, par l'État. Deuxième point, là, concernant Île-de-France, et parce qu'effectivement, il nous a semblé, au travers des auditions, qu'il y avait eu une synergie assez exemplaire en Île-de-France. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à vous entendre avec Madame le maire de Paris sur la réouverture des parcs et des jardins? Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous. D'abord, il y a eu une exception sur la réquisition des masques, une seule, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. J'ai eu l'occasion de l'évoquer devant votre Assemblée lors des questions d'actualité au gouvernement ou dans d'autres instances, notamment une audition par la commission en charge des collectivités territoriales. Mais globalement, à chaque fois que nécessaire, et beaucoup plus tard d'ailleurs, parce que les commandes de masques par les collectivités locales sont arrivées nettement plus tard par rapport au début de la gestion de la crise. Ça s'est fait en parfaite cohérence, coordination entre les préfets de région, les ARS et les présidentes ou présidents de région, mais aussi dans certains départements sans difficulté. Sur Bâle-Mulhouse, il y a une décision qui ne relevait pas du ministère de l'Intérieur. Je vous rappelais que ça n'était pas dans nos compétences sur les réquisitions, ça relevait du ministère de la Santé, le préfet pouvant agir pour le compte du ministère de la Santé. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer une maladresse sur la forme, notamment parce qu'il n'y avait pas eu d'échange avant la mise en œuvre opérationnelle d'un process qui s'approche de la réquisition. Et donc j'avais reconnu cela, et d'ailleurs je vais me présenter devant votre Assemblée les excuses au nom de l'État, même si ce n'était pas directement mon ministère qui était à la manœuvre sur ce sujet. Mais l'idée était la suivante, il y a eu la volonté de faire une affectation prioritaire des masques qui a été organisée par l'État au profit de ceux que nous considérions qui en avions le plus besoin, les personnels de santé. Et c'est vrai que nous étions sur un type de masque, dans une carence que vous connaissez sur le Grand Est, et le directeur de l'ARS de l'époque, qui était dans cette situation de difficulté pour les personnels hospitaliers, a vu passer l'opportunité d'utiliser les masques qui étaient là et n'a pas fait la démarche de dialogue qui aurait dû être nécessaire et qui, à mon avis, aurait permis d'éviter la forme de la réquisition avec les collectivités locales.
L'idée, je le réaffirme, c'était évidemment le pouvoir de réquisition existait, permettait à l'État de prioriser la satisfaction des soignants et des malades parmi les différents publics qui étaient concernés. Et au fond, de mémoire, mais je parle sous le contrôle d'expressions que j'ai déjà eues sur ce sujet, il faut avoir en tête qu'en réalité, il y a eu de nombreuses commandes, qu'il y a eu des intermédiaires qui, quelquefois, ont pris des commandes sur des nombres bien au-delà de ceux qui arrivaient, et chaque collectivité locale pensait que les X centaines de milliers ou les X millions de masques qui étaient là, c'était les siens. Alors qu'en fait, on était sur une séquence de livraison. Quoi qu'il en soit sur ce premier sujet, la forme de la saisie de masques sans dialogue, à mon avis, était à minima une maladresse. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici, parce que je pense qu'elle aurait pu se faire dans le dialogue. Mais j'ai toujours été totalement solidaire de la décision qui avait été prise par la préfète et par le directeur de l'ARS, parce que je savais que leur seul objectif était celui de garantir au personnel soignant particulièrement exposé le fait de pouvoir disposer des masques dans la carence mondiale que nous connaissons et à ce moment de carence mondiale que nous avons connu. Sur la réouverture en Île-de-France des parcs et jardins, il faut assumer qu'il y a eu des décisions qui ont été prises sur la base de recommandations des professionnels de santé sur ces sujets et qu'il y avait un désaccord. La mairie de Paris voulait une réouverture rapide des parcs et jardins quand les recommandations du conseil scientifique étaient... Parce que chacun a la mémoire de ce qui se passe dans les parcs et jardins quand ils sont ouverts, dans ces moments-là et qu'il fait beau, avec une densité de population extrêmement forte. Et donc, du coup, il y avait une recommandation qui consistait à ne pas rouvrir les parcs et jardins parce qu'on savait que ça suscitait un attrait de population fort à un moment donné sur une base concentrée. Alors, vous me direz, on les a eus ailleurs, en particulier sur les Invalides. Et en particulier sur le canal Saint-Martin. Mais même au-delà, partout, il y avait des capacités de rassemblement. Mais même quand tous les parcs et jardins sont ouverts, je peux facilement vous trouver sur Internet des photos où vous verrez un certain nombre de parcs parisiens sur lesquels vous avez une densité très forte de population. Donc le choix stratégique qui a été fait, c'était celui de ne pas ouvrir les parcs et jardins le plus longtemps possible pour éviter qu'on ait justement un afflux de population et du coup une propagation du virus sur cette population qui ne respectait pas forcément les gestes barrières dans ce cadre-là. Il y a eu une discussion politique sur ce sujet, il y a eu des pressions politiques sur ce sujet, mais le Premier ministre, Édouard Philippe, a souhaité effectivement que nous puissions limiter au maximum les rassemblements dans ce cadre-là, et nous savions qu'en les rouvrant, nous pouvions susciter des rassemblements qui étaient au fond assez réduits, j'ai en tête les Invalides, mais qui étaient sur Paris assez réduits avant que nous ouvrions les parcs. Il y a quand même une précision à apporter par rapport à ce processus de réquisition, parce que nous avions compris, me semble-t-il, à travers des auditions des responsables du ministère de la Santé, que c'était de la responsabilité de l'intérieur que de réquisitionner ces masques. En tout cas, c'est ce que j'ai véritablement cru comprendre. Ce n'est pas forcément une logique. Ils peuvent dire, voilà, il y a un besoin impératif de masques pour les professionnels de santé. Débrouillez-vous, si je puis m'exprimer ainsi, pour prendre les mesures nécessaires pour qu'on ait ces masques. Il appartient à ce moment-là au ministère de l'Intérieur de prendre sa réquisition. Alors, on a eu l'impression qu'on se renvoyait un petit peu la balle, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et voilà, qui fait quoi, on n'arrive pas à le savoir de façon précise. Donc essayez d'être un peu plus précis si vous le pouvez, Monsieur le Ministre, et puis nous dire également quel a été le volume de masques qui a pu être ainsi récupéré à travers ces décisions de réquisition. Non, mais je vais être extrêmement précis, Monsieur le Président. Je pense que nous devons appliquer la loi et que les préfets sont là pour appliquer la loi. Et je l'ai dit dans mon propos liminaire, les gens qui étaient en responsabilité, c'était le Premier ministre, le ministre de la Santé ou les préfets, mais par compétence déléguée du ministre de la Santé. Je ne dis pas ça pour me défausser. J'ai moi-même assumé de répondre en question d'actualité au gouvernement, aux sénateurs sur ce sujet, et je suis totalement solidaire de cette décision, je l'ai précisé. Mais en droit, le ministère de l'Intérieur n'avait pas à décider, n'avait pas la capacité juridique à décider de ces réquisitions. Mais vu que vous nous demandez d'être précis, je vais partir des faits. Le dimanche 5 avril, nous avons été informés, le ministère de l'Intérieur, des difficultés qui s'étaient posées par cette décision prise par le préfet du Haut-Rhin sur proposition
de l'Agence régionale de santé d'allouer prioritairement la livraison des masques qui étaient importés de Chine dans ce cadre-là à l'Agence régionale de santé du Grand Est. Voilà la réalité. Et sur la situation, c'était une situation de tension hospitalière que vous connaissez sur la région du Grand Est. L'importateur avait assuré le vendredi 3 avril qu'il est en mesure de livrer la totalité de la commande restante, soit 4 millions de masques. La livraison de la cargaison de cet importateur à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le dimanche 5 avril a donc, sur ces bases-là, été orientée au profit des soignants et des malades de la région sur le volume annoncé par l'importateur. Et c'est le seul volume concerné. Alors, de mémoire, Il y en a eu d'autres. De mémoire, voilà, je vais vous parler de mémoire. Au fond, après que je vous ai dit que c'était juridiquement placé sous l'autorité du ministère de la Santé, mais évidemment, le ministre de l'Intérieur parle à ses préfets. Je vous ai dit que quotidiennement, on en parlait. Après, cette tension-là, parce que je trouve que ça n'était pas la bonne façon de procéder, je ne parle pas juridiquement, je parle politiquement dans la relation avec les collectivités locales, j'ai indiqué au préfet que je souhaitais qu'on soit beaucoup plus dans le dialogue et jamais dans la décision préventive sans le dialogue. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'autres tensions que celle-ci qui a été médiatisée, sur laquelle j'ai eu l'occasion de répondre. Je crois même que le Premier ministre aussi avait eu l'occasion de répondre sur ce sujet. Je ne suis pas sûr de ma réponse, mais de mémoire, c'est le seul dossier qui a pris la forme de réquisition que j'ai en tête. Ensuite, dans chaque région, nous avions invité avec le ministre Olivier Véran les préfets à dialoguer avec les présidents de région, parce que le choix que nous avons fait, c'était celui d'élargir au maximum la capacité de récupération de masques. Et donc d'avoir un dialogue avec les régions pour dire il est logique que vous en gardiez une partie pour votre personnel, pour les collectivités locales, mais la priorité doit être déterminée avec l'ARS. Et je crois qu'il y a peu de régions où ça s'est mal passé. Merci. Catherine Desroches. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Moi, je vais poser ma première question en regard de ce que vous venez de dire sur les réquisitions. Vous aviez donné les instructions, si je puis dire, au préfet d'être dans le dialogue et dans l'information et dans la transparence vis-à-vis des élus locaux, notamment, ou des élus nationaux. Ça a été le cas dans beaucoup de départements, ça a été le cas dans mon département, où vraiment les relations ont été très étroites. Dans ce que vous venez de nous dire, en fait, c'était l'ARS qui décidait de la réquisition et du besoin en masques, et le préfet faisait en sorte que ce soit le cas. Justement, lorsqu'on a entendu les acteurs de terrain, on a vu dans certains départements, les relations préfet-ARS étaient fluides et se passaient bien, mais que dans d'autres, cette double autorité, si je puis dire, le préfet d'un côté, les ARS de l'autre, qui disaient au préfet on ne dépend pas de vous, a posé problème. Quel est votre regard, vous, sur ce qui a pu être vécu comme ça, et quelles solutions y apporter pour l'avenir, et quel est dans toute cette organisation le distinguo que vous faites entre préfet de département, préfet de zone et préfet de région? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je l'ai posée la semaine dernière au ministre Darmanin, concerne les protections des forces de l'ordre. Vous avez évoqué les forces de l'ordre en leur rendant hommage pour tout le travail qu'ils ont effectué, en effet, durant cette période difficile. On a vu à un certain moment que des forces de l'ordre, policiers ou autres, se plaignaient d'un manque de protection et d'aller au front, entre guillemets, démunis, désarmés. À quel moment a eu lieu cette tension sur les protections de vos forces de l'ordre? D'abord, selon vous, a-t-elle eu lieu? Deuxièmement, à quel moment? Et comment elle s'est résolue? Ça, c'est ma deuxième question. La troisième, c'est sur les contraventions, les contrôles des autorisations de sortie pendant le confinement. Vous avez dit que ça a été partout, sur tout le territoire sans exception. Ce n'est pas forcément moi les notions que j'en avais lorsqu'on regardait les reportages à la télévision, même si je suis très méfiante en effet de chaînes d'infos qui parfois ne disent pas toujours la réalité. Mais néanmoins, est-ce que, a posteriori et en retour d'expérience, ce dispositif était perfectible, ou s'il fallait revenir, parce que nous ne souhaitons pas ici, bien sûr, un confinement, comment est-ce que ce dispositif est perfectible
Sur les mesures de contrôle aux frontières, je sais que j'ai des collègues qui sont beaucoup plus pointus que moi sur cette question, donc je leur laisserai poser ce point des contrôles aux frontières. Et dernier point, vous avez évoqué la cellule interministérielle de crise. Lorsque, en 2012, il y avait une circulaire qui disait qu'elle doit être activée suffisamment en amont pour lui permettre de monter en puissance et d'exercer au mieux sa capacité d'anticipation. Alors, je suppose que vous allez me dire non, parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'autocritique, nonobstant le respect qui vous est dû, Monsieur le Ministre, sur cette période-là. Mais est-ce que, justement, pour mieux anticiper, elle n'aurait pas dû être activée plus tôt, selon vous, et non pas avoir une gestion, au départ, exclusivement sanitaire ou excessivement sanitaire? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Sur le premier volet, la question du dialogue entre les ARS et les préfets, je vais vous donner une opinion personnelle, parce que je n'ai pas d'études ou de rapports précis sur ce sujet. Mais ce que j'ai pu voir et que je vivais déjà comme élu local en Provence-Alpes-Côte d'Azur et que vous connaissez, c'est que le lien préfet de région ARS est globalement fluide. Après, il y a des personnalités. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je sais qu'il y a quelquefois des petites tensions qui peuvent exister liées aux personnalités. Mais ce lien, il est fluide parce qu'ils vivent dans la même ville. Ils sont tous les deux des représentants d'administration majeure. Et ils ont l'habitude de travailler ensemble, de se rencontrer, de dialoguer. Donc, il y a une fluidité presque naturelle. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est au niveau des préfets de département et des ARS, parce que le niveau d'organisation des ARS est très régionalisé, alors qu'on a un État déconcentré dans les départements, et que les moyens qui sont pour les ARS dans les départements est, à mon sens, assez faible, dès lors qu'on est sur une approche très régionalisée. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément cette culture du dialogue constant entre le préfet de département d'un département avec son représentant de l'ARS dans son département, et que du coup, j'ai senti à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas la fluidité qu'on connaissait au niveau régional. Et ensuite, il y a une hétérogénéité qui est liée aussi aux questions de personnes. Mais vous avez raison, il n'y a pas d'autorité de l'un sur l'autre. Et donc, du coup, peut-être qu'il faut rêver du centralisme démocratique, mais ça avait des vertus qui faisaient qu'à un moment donné, il y avait quand même quelqu'un qui pouvait appuyer sur un bouton et personne ne résistait à l'instruction donnée. Donc, on a pu avoir des situations hétérogènes. Mais nous avons veillé avec Olivier Véran à réunir très régulièrement à la fois les préfets et les ARS. 1 à 2 fois par semaine, on avait des réunions partagées. Et globalement, j'ai vu en face de moi des fonctionnaires qui avaient le sens de l'État et la volonté de bien faire. Mais des cultures qui sont très différentes et des organisations spatiales qui sont très différentes. Je n'ai pas à me prononcer sur l'organisation des ARS, mais c'est vrai que j'ai vu du côté du ministère de l'Intérieur que l'organisation de la préfectorale au sens large a été magistrale dans la mise en œuvre d'un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs, qu'il n'y a pas eu des fautes, voire des maladresses. Je ne reviens pas sur la première question. Mais je trouve que voilà, quand on a appuyé sur un bouton au ministère de l'Intérieur et qu'on se tourne vers les préfets, il y a un savoir-faire, une expertise. Et je dis ça d'autant plus que depuis une dizaine d'années, les préfectures ont été, au-delà des choix qui ont été faits à un moment donné de régionaliser plutôt que de départementaliser. Édouard Philippe avait souhaité que nous redépartementalisions l'État pour la proximité nécessaire. Et je crois que ce n'est pas ici que je vais tenter de vous convaincre de l'utilité de renforcer les préfectures de département, mais globalement, les préfectures dans notre pays ont continué à perdre des effectifs et chaque année ont perdu beaucoup d'effectifs. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait une fragilité à continuer cet affaiblissement en termes de personnel et donc il faut travailler sur cela. Je réponds en partie à votre question, mais je crois qu'il y a à la fois cette organisation spatiale et des cultures qui sont assez différentes. Sur les protections des forces de l'ordre, c'est un sujet compliqué. D'abord parce que quand vous prenez un certain nombre de décisions, on peut toujours les lire de deux façons différentes. Pour préparer cette audition, tout à l'heure, je relisais un article de Libération qui titrait « Castaner promet 900 000 masques aux policiers ». Christophe Castaner assure que les contrôles de police pour veiller au respect du confinement se poursuivront tout le week-end sur les chemins des vacances, dans les lieux de vacances et les lieux publics. Pour s'assurer de ne pas être lâchés par les forces de l'ordre, il leur promet 900 000 masques. En pleine pénurie de masques pour le personnel soignant, le gouvernement fait donc le choix de maintenir les contrôles au prix de 900 000 masques qui auraient pu être plus utiles ailleurs. Je vous lis ça parce que je l'ai relu tout à l'heure, enfin je l'ai lu tout à l'heure, à l'époque ça avait dû m'échapper, et on voit bien que sur ce sujet, toujours des arbitrages un peu compliqués. Ce que je sais, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer ici, enfin pas devant votre commission, mais devant le Sénat sur cela, c'est que le ministère de l'Intérieur a tenté de faire au mieux, toujours.
Et à partir du 13 mars, nous avons distribué 810 000 masques qui étaient issus du stock ministériel dont nous disposions. Et la distribution s'est échelonnée entre le 14 et le 23 mars selon les différents sites. Le 26 mars, nous avons renforcé encore de 300 000 masques supplémentaires qui ont été répartis entre la police nationale et la préfecture de police et la gendarmerie nationale. Le tout avec une doctrine qui était celle de l'utilisation des masques et qui n'était pas décidée par le ministère de l'Intérieur. Nous avons veillé à ce que chaque lieu susceptible d'être confronté à une personne présentant des risques de Covid, on puisse avoir un équipement immédiat pour le personnel qui est confronté à cela, qu'il s'agisse de l'accueil d'une caserne, de l'accueil d'un commissariat ou des véhicules qui intervenaient sur le territoire pour que chacun ait un kit qui permette donc d'intervenir. Progressivement, nous avons renforcé cela. Les 3 et 4 avril, des commandes de 2,5 millions de masques en provenance de Chine ont été réceptionnées. Au 9 avril, on a ventilé 1 400 000 masques supplémentaires et globalement, au mois d'avril, ce sont 14 millions de masques qui ont été distribués au sein des effectifs de la police et de la gendarmerie. Certains syndicats de police, ou presque tous les syndicats de police, voulaient la possibilité d'équiper et que ce soit à discrétion de chaque agent de s'équiper ou pas de masque. Ça n'était pas conforme à la doctrine nationale. Nous avons organisé plusieurs rencontres de type CHSCT. Nous avons organisé une rencontre entre le professeur Salomon et les organisations syndicales. Mon secrétaire d'État, Laurent Nunez, était présent à ce moment-là. Et sur la doctrine d'emploi des masques, qui n'était pas décidée par le ministre employeur, il y avait un désaccord entre les organisations syndicales et nous, et vous l'avez entendu. Et puis, il y a eu un moment un peu sensible qui est sur les masques de type FFP2, qui sont les masques qui étaient réservés au personnel soignant et intervenant dans les hôpitaux. Nous avions un stock d'1 460 000 masques. Et j'ai fait le choix d'appliquer la doctrine d'État qui consistait à considérer que, alors qu'on était en tension pour le personnel soignant, ce 1 460 000 masques qui étaient répartis dans différents lieux du territoire soit confié aux ARS et aux hôpitaux. Ça a fait débat, notamment de la part des syndicats de police, quand on sait quand même que sur ce 1 460 000 masques, en fait, il y en avait 100 000 qui relevaient de la police. Il y en avait 1,2 million qui étaient dans les régions et qui relevaient de la gendarmerie. La gendarmerie a exécuté l'ordre que j'ai donné de dire ces masques doivent aller en priorité au personnel soignant parce que ce sont des masques de type FFP2. Il y a eu des expressions de désaccord de la part des organisations syndicales de la police, dont je rappelle qu'elles avaient 100 000 masques. Pour arriver au solde, d'ailleurs, il y avait 200 000 qui relevaient des SGAMI, c'est plutôt l'administration préfectorale qui était directement concernée. En parallèle, nous avons multiplié les commandes et puis on a aussi passé des commandes de paires de lunettes de protection. 61 000 paires avaient été commandées dès le mois de mars, 81 000 paires supplémentaires au mois d'avril. On avait commandé aussi des visières. En gros, dans la pénurie mondiale que nous connaissions, on a fait le choix de tenter d'alimenter le plus largement possible tous les moyens de protection dont nous pouvons disposer. Enfin, et donc au 26 avril, c'était 14 millions de masques, je crois que je vous l'ai dit, qui avaient été mobilisés et distribués, qui avaient été livrés. Et je sais qu'au mois de mai, c'était 40 millions de masques. Donc on est quand même sur des volumes qui sont assez importants. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la recommandation des gestes barrières, qui sont des sujets importants. Et il y avait l'organisation du temps de travail dans la police et dans la gendarmerie. Dans la gendarmerie, pour arriver à avoir une présence permanente, on a légèrement changé les cycles horaires dans la journée. Dans la police, on a mis en place la réserve opérationnelle qui faisait que les policiers travaillaient une semaine sur 2. Et ils avaient au-delà, ils faisaient leur rythme habituel de travail, mais la semaine suivante était une semaine de pause qui me permettait du coup de diminuer le risque de maladie sur les policiers pour, en cas d'autres sujets prioritaires, pouvoir mobiliser une force supplémentaire. En disant cela, je précise que du coup, ils étaient moins confrontés, une semaine sur 2, au risque de Covid. Enfin, et je parle sous le contrôle qu'il faudrait faire au sein du ministère de l'Intérieur, de mémoire, on n'a heureusement pas eu de décès de policiers ou de gendarmes directement confrontés au public dans le cadre des opérations de contrôle qui soient imputables au Covid-19, mais ça mérite d'être vérifié. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Donc, est-ce qu'on a répondu à la demande de tous d'avoir des masques immédiatement? Non, parce que je rappelle qu'on avait une pénurie mondiale qui d'ailleurs a touché même la Chine au début du phénomène, où c'est la France qui a envoyé des masques en Chine, chacun s'en souvient. Vous m'avez posé la question... Contravention, contrôle, partout.
partout avec les moyens dont nous disposons, mais ce que je sais, c'est qu'alors que la décision a été prise, je crois de mémoire un lundi, de mettre en place le confinement pour le mardi midi, notre organisation du ministère de l'Intérieur a répondu présent quasi immédiatement. Dès le mardi, on avait des contrôles sans contravention qui étaient organisés un peu partout sur le territoire national, autant des gendarmes que des policiers. Et dans tous les quartiers de France, y compris les quartiers les plus difficiles, je sais qu'il y a eu des polémiques sur le fait que les quartiers les plus difficiles de notre pays n'étaient pas contrôlés. Ce n'est pas le cas. Et j'avais donné des chiffres en Seine-Saint-Denis qui montraient qu'on avait au contraire un taux de contrôle supérieur en Seine-Saint-Denis que dans d'autres quartiers ou dans d'autres départements nationaux. Est-ce qu'il est perfectible? Oui. Mais il est d'autant plus perfectible que je crois que nous avons réussi la gestion du contrôle du confinement parce que les Français l'ont voulu. Je m'explique. Certes, il y avait des contrôles, et je pense que le contrôle est indispensable pour appliquer des règles aussi strictes que celles que nous connaissons, mais c'est aussi les Français qui ont été les premiers acteurs du confinement et qui volontairement ont accepté de rentrer dans la logique du confinement. À la fois parce qu'on avait dit attention, il y a un risque d'amende, mais aussi parce qu'ils avaient conscience de l'importance. Si les Français avaient décidé de s'affranchir du confinement, je crois que même avec toute la bonne volonté et toutes nos forces, nous n'aurions pas été en capacité d'atteindre l'objectif tel qu'il a été réalisé. Je le dis parce que, évidemment, il faut la contrainte. Et un ancien ministre de l'Intérieur sait l'importance de la contrainte, mais la réalité, c'est que les Français ont été particulièrement attentifs. Et au fur et à mesure des semaines, ils se sont un peu allégés des contraintes. Et on a commencé à avoir des gens qui utilisaient les dérogations pour s'en affranchir un peu, qui petit à petit se sont adaptés, ont levé le pied. Mais si nous avons réussi le confinement, c'est parce que les Français ont été les premiers acteurs de l'effort du confinement. Nous reparlerons des mesures contrôle aux frontières, j'ai peu d'éléments sur ce sujet. Sur la décision d'ouverture de la CIC. Côté ministère de l'Intérieur, nous, on s'actionne quand on nous actionne. J'ai rappelé qu'elle était placée sous l'autorité du Premier ministre. Mais je ne voudrais pas laisser l'impression qu'avant sa constitution, il ne s'était rien passé. Au ministère de l'Intérieur, j'avais activé, avec un format plus réduit, mais dès le début du mois de mars, une cellule nationale de suivi, qui ne s'appelait pas CIC, parce que je n'ai pas la capacité de l'activer personnellement comme ministre de l'Intérieur, mais en gros, c'est un dispositif interne, qui est dans le classement de niveau 3, qui était le même que celui qu'on avait activé au moment des mouvements de Gilets jaunes, quand on a connu des pressions les samedis. Et donc, les salles de gestion de crise étaient ouvertes, les écrans, la coordination centrale était ouverte. Elle est ensuite montée en puissance. Je n'ai pas eu le sentiment, pour répondre à votre question, qu'on a eu des dysfonctionnements entre les instructions qui nous étaient données au moment où il y avait seulement une gestion avec une task force qui était coordonnée par un préfet qui ensuite est devenu le patron de la CIC Beauvau. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a des instructions qui se sont perdues entre la rue de Ségur et Beauvau. Et quand il a fallu travailler sur des sujets un peu délicats, comme par exemple la prévention du risque de décès massif avec la réquisition de chambres froides, etc., au fond, on n'avait pas forcément besoin que ce soit au sein de la CIC que ce soit décidé. Le président de la République, en CDSN, m'a dit « il faut faire attention à ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie ne se produise pas chez nous ». On a organisé le système. Donc on avait mis en place cette cellule nationale de suivi au sein de la CIC Beauvau, même si elle n'était pas formellement sous la forme de la CIC. Est-ce qu'il aurait fallu l'activer plus tôt? Le ministre de l'Intérieur qui la vit au quotidien se serait adapté à l'instruction donnée. Est-ce que ça aurait été plus efficace? Je ne suis objectivement pas capable de vous le dire. On a loupé des choses, j'en suis convaincu. Mais il est toujours facile de savoir ce qu'on aurait pu faire une fois qu'on a l'information. Moi, tous les jeudis matins, je suis en capacité de gagner au loto si j'ai le tirage du mercredi soir. C'est le mercredi matin que c'est beaucoup plus difficile au moment de jouer. Mais écoutez, je vais Question? Attends, si. Ah si, bon, tu vois. Non, mais je dis je vais pouvoir passer aux questions. Notre rapporteure est impatiente. Des questions de Damien Régnard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre témoignage et vos éclaircissements sur ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Intérieur. Ma question est courte et directe, mais pour éviter toute incompréhension et possible
j'allais dire polémique, totalement loin de mes propos et de mes pensées. Je vais donner quelques précisions. Je suis sénateur des Français de l'étranger depuis 24 ans à l'étranger et 2 ans à Paris maintenant. Passionné de sécurité et de gestion de crise, et j'ai entre autres fait plusieurs formations avec la FIMA aux États-Unis. Je ne remets pas en cause l'ensemble des actions que vous avez menées et de votre intervention pendant cette crise. Cela étant, notre commission a pour but d'évaluer ce qui s'est passé et d'essayer d'en tirer des leçons pour l'avenir. Et j'ai une question directe, qui n'est ni polémique, ni une attaque personnelle contre vous ou contre un ministre de la Santé en particulier. Mais devant cette crise multifacette, devant un État français que je redécouvre aussi, devant nos territoires, notre organisation, je vous pose la question à nouveau, parce que je reste sur ma faim sur votre réponse à Madame de Roche tout à l'heure. Pourquoi est-ce que dans notre pays, face à cette crise, à cette pandémie qu'on a connue, le ministère de l'Intérieur n'a pas été le leadership, n'a pas été, j'allais dire, la personne, l'institution, l'organisation qui a géré, au sens propre du terme, cette crise, bien évidemment en s'appuyant sur les préfets, les maires, les élus, bien évidemment en s'appuyant sur l'aspect sanitaire, puisque ça fait partie de cette crise, mais ça n'est pas seulement un aspect sanitaire. Et donc je reste quand même perplexe sur notre organisation ici, au sein du gouvernement. J'ai bien compris que c'était le Premier ministre, j'ai bien compris que c'est le Président de la République qui décide, mais je voudrais avoir votre avis personnel. Vous avez vécu cette crise directement dans l'intérieur en tant que ministre de l'Intérieur, et donc d'une question très courte et directe, mais avec beaucoup d'enrobage. Voilà ma question. Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'est pas apparu, en tout cas vis-à-vis de beaucoup de nos collègues ici, mais beaucoup de la population, comme le leader sur cette opération, et que ce rôle est revenu au ministère de la Santé? Merci. Boulay-Espéronnier. Boulay-Espéronnier, merci Monsieur le Président. Moi aussi, une question courte, assez directe. On est tous d'accord pour dire que la pandémie a été d'une ampleur inédite, mais Monsieur le Ministre, vous avez parlé de réponses rapides, fermes, adaptées. L'Italie, qui est un pays frontalier, confine sa population le 9 mars. Nous la confinons le 17 mars. Que se passe-t-il entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni de la part de nos dirigeants à ce moment-là, de dire ce virus ne passera pas les frontières? Je vous remercie. Merci. Angèle Préhil. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors moi, j'ai 3 petites questions, très concrètes. Alors, on a parlé, je suis de l'autre côté, voilà, je suis là. On a parlé de vols de masques. Et bien évidemment, pendant cette pandémie, les vols de masques, c'était quelque chose de difficile à envisager, mais il fallait résoudre ces affaires. Est-ce qu'elles ont été résolues, ces affaires de vol de masques? Est-ce qu'on a trouvé les auteurs? Est-ce que vous pouvez nous donner, alors je ne sais pas si vous pouvez le faire aujourd'hui, mais les nombres de masques qui ont été volés, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Donc voilà, moi j'aurais voulu avoir des renseignements là-dessus. Après, deuxième petite question, alors les contrôles lors du confinement. C'était pour éviter la propagation de la pandémie, mais il me semble, ou je vous demande si vous pouvez affirmer, que tous les gendarmes et les policiers qui ont effectué des contrôles l'ont fait avec des masques. Parce que sinon, c'était être le vecteur, et toute personne contrôlée était susceptible d'être porteuse de ce virus. Et donc, un gendarme qui faisait un contrôle et qui n'avait ni gants ni masque, qui faisait baisser la vitre. Or, moi, j'ai vu aux informations ça, et qui prenait la feuille pour regarder, ça allait à l'encontre complet de ce qu'on voulait faire. Donc voilà. Et puis après, vous n'avez pas parlé du nombre de
de contraventions, de verbalisations qui ont eu lieu pendant le confinement. Moi, j'avais cru comprendre, mais vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui, je ne donnerai pas le nombre, je vous laisse le soin de le faire, que ce nombre avait une espèce de caractère extravagant. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce confinement a été réussi parce que les Français se sont bien pliés, mais quel sens cela a-t-il? Le nombre de contraventions qui ont été données, nous les avons votées, nous, dans la loi. Et c'était quand même 135 €, alors que dans d'autres pays, c'était une contravention bien moindre. Hein, notamment en Allemagne, c'était que 35 €. Donc, cela s'accompagnait. Et le législateur, quand il le fait parce qu'il faut poser quelque chose. Mais après, c'est l'application. C'est comment et on le fait et l'appliquer avec discernement. Donc voilà, je vous demande de nous redire combien il y a eu de contraventions. Et comme ma collègue, est-ce qu'il y a une étude sur qui a été verbalisé, comment ça se répartit sur la carte et notamment sur les milieux sociaux, parce que c'était une amende importante. Voilà. Merci. Merci. Donc, je vous propose, Monsieur le ministre, de répondre à ces 3 intervenants. Il en reste 3 d'inscrits. Ensuite, allez-y. À la première question, pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas pris la main? Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur n'est pas compétent sur tout. Et que d'abord, on était sur une approche de crise sanitaire avec la définition de process qui était fait par des scientifiques, par des experts du monde médical, et que c'est leur parole à eux qui ont guidé les décisions du gouvernement et la phase opérationnelle et la mise en œuvre. Et donc, ceux qui sont les plus aptes pour dialoguer avec le conseil scientifique, par exemple, pour moi, relève du corps médical. C'est plutôt le ministère de la Santé que le ministère de l'Intérieur. Ensuite, je n'ai pas le sentiment que si nous avions déclenché, si le Premier ministre avait décidé, et je ne dis pas ça pour me défausser, mais je rappelle le droit devant des sénateurs, si le Premier ministre avait décidé d'actionner la CIC, je n'ai pas le sentiment qu'il y aurait des sujets que nous n'aurions pas traités de la même façon. Et ça me permet de répondre, par exemple, à la question de savoir est-ce qu'il y a eu un déni de réalité en pensant que le virus ne franchirait pas les frontières. À aucun moment. Mais la stratégie qui était celle, à ce moment-là, vous savez, de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, était déterminée par les experts, consistait à dire, là où dans une commune, on a un cluster qui se crée, on traite la question de la commune et on ne met pas en place le confinement. On a beaucoup reproché à Sibeth Ndiaye, par exemple, d'avoir dit qu'il ne s'agit pas de fermer les écoles, etc. Mais c'est un moment où la doctrine qui avait été arrêtée par le conseil scientifique, comme la doctrine opérationnelle, prévoyait qu'on ne devait pas mettre en place un confinement national. Ça a évolué. Certains pays avaient pris ce choix-là. Mais c'est vrai que le regard qui nous était porté a conduit, et je n'ai pas décidé cela, mais là encore, je ne dis pas pour me défausser, mais j'en étais témoin, notamment dans le cadre des CDSN, où les recommandations qui étaient données ont été suivies. Et elles ne consistaient pas à prévoir un confinement ou une fermeture de frontières. À la question de la gestion, par exemple, des frontières aériennes, les mêmes experts expliquaient que la prise de température, compte tenu de la durée on ne dit pas incubation, enfin la durée du développement du virus, etc., ce n'était pas cohérent. Donc, on a suivi cela. C'est toute la difficulté, et je vous le dis avec mon expérience d'acteur public, que je sois employé de collectivité locale ou de cabinet ministériel, que je sois maire, vice-président de région ou ministre, et maintenant député, c'est la première fois de ma vie où j'étais amené à voir des décisions politiques sur une base qui était une base donnée comme scientifique, qui évolue sans cesse. Parce que la connaissance du virus a évolué sans cesse et que les préconisations d'aujourd'hui n'étaient pas les préconisations de demain ou d'après-demain. Toutes les décisions ont été prises sur la base de préconisations d'aujourd'hui. Et donc, elles n'amenaient pas à dire il faut fermer la frontière italienne parce que le virus pourrait passer. Non, c'était si le virus passe, il peut passer. Il est arrivé qu'il passe dans un village en Savoie, ben à ce moment-là, on intervient sur le Savoie. Et puis d'un coup, il y a eu une diffusion beaucoup plus large. Je ne reviendrai pas sur ces causes, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, mais c'est en fonction de cela. Donc il n'y a pas eu de déni de réalité. Mais les décisions ont été prises en fonction d'éléments d'analyse scientifique qui ont bougé. Et c'est le propre de la science, qui est confrontée à une matière qu'elle ne connaît pas, et en fonction de l'évolution de sa connaissance, les préconisations ont évolué. On n'est pas habitué à cela dans notre monde politique, où effectivement on a des données liées à notre expérience, on est amené à prendre des décisions, elles sont bonnes ou pas bonnes, mais sur des données stables. Là, non. Il y a une forme d'instabilité. Je voulais une expérience personnelle, pour l'avoir vécu au cœur. C'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas habitués. Donc voilà
Pourquoi? Je ne peux pas vous dire ça aurait été plus efficace si le ministère de l'Intérieur prenait la main. Et même si j'étais encore ministre de l'Intérieur, je pense que j'aurais cette part de doute dans ma réponse parce que je n'en suis pas convaincu. Après, il y a plein de sujets qu'on aurait peut-être mieux fait. Il y a plein de sujets qu'on aurait certainement moins bien fait. Voilà ce que je peux vous dire. Sur Merci. Le nombre... Je vous coupe. Permettez-moi, puisque je vois des réactions sur les visages masqués, très rapidement. Très rapidement, parce que Damien, en cas de catastrophe écologique, j'espère que le ministère de l'Intérieur se mobilisera et que ça ne restera pas qu'entre les mains du ministère de l'Environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que je maintiens que c'est une crise qui va au-delà de simplement une crise sanitaire, qu'aujourd'hui le ministère de la Santé prend des décisions qui relèveraient peut-être du ministère des Affaires étrangères, j'en parle en connaissance de cause, et qui vont à l'encontre même des recommandations du ministère des Affaires étrangères quelquefois. Donc je me pose la question à nouveau, encore une fois, c'est pas une attaque ni personnelle ni de personne, mais sur la structure face à cette crise. Le rôle du ministère de l'Intérieur dans notre pays je pense aujourd'hui, aurait dû être vraiment la locomotive. C'est vous qui avez mis ces formulaires de sélection, c'est vous qui avez mis la gendarmerie, la police sur les routes, c'est vous qui avez ces relations privilégiées avec nos préfets et avec nos régions. Donc je vous demande pas si le président voulait ou vous sollicitez ou pas, je vous demande votre avis personnel sur est-ce qu'une crise pandémique qui pourrait subvenir à nouveau pourrait changer éventuellement après cette expérience sur base du retour de votre expérience. Merci. Merci. Et Céline Perronnier. Très rapidement, merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. Non, mais moi, ce n'était pas de dire, à partir du moment où nos voisins confinent, ce qui est une décision politique très forte, la France aurait dû confiner en même temps. Mais dans ce laps de temps entre le confinement de nos voisins italiens et le nôtre, nous vivions quasi normalement. Il y avait des réunions publiques, nous allions voter. Il aurait pu y avoir une période de transition où on ouvrait tous les parapluies, on prenait les précautions les plus élémentaires en attendant de voir si on allait confiner. C'était ça le sens de ma question. Non, mais oui, bien sûr. Monsieur le ministre. Je veux dire, Monsieur le Président, avec des masques, et franchement, il faut aller plus loin, avec un vaccin. Moi, je vous provoque un peu, mais n'hésitons pas à dire quand même, il aurait fallu un vaccin. J'ai rappelé qu'il y avait une pénurie mondiale de masques. Alors certes, on peut négliger cette dimension-là. On peut oublier que la Chine, qui était le premier pays confronté directement à ce virus, avec des éléments statistiques qu'on ne connaît pas forcément, était lui aussi en pénurie de masques. Et donc on peut négliger ça et continuer à dire des masques. Mais je vous réponds, Monsieur le Président, que n'avons-nous pas fait pour trouver un virus? On est fin septembre, un vaccin. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a des principes de réalité qui font qu'il n'y a pas de baguette magique. Non, mais permettez-moi de vous dire que d'autres pays ont réagi différemment quand même. Hein. Donc, là où il y avait des volontés, ils ont trouvé plus rapidement que nous quand même. Hein. Donc, écoutez, à Berlin, quand nous avions des masques... Pas de complaisance par rapport à ça, je dirais. Je n'en ai aucune, Monsieur le Président, mais j'ai quelques indicateurs, notamment sur les masques. Et j'ai le souvenir que quand nous avions des masques dans notre pays, il n'y en avait pas dans la capitale allemande, et on a souvent voulu comparer aussi. Que quand on regarde la presse internationale qui commente, et peut-être que ça éclairera aussi les travaux de commission, ce qui s'est passé dans notre pays, on n'a pas à rougir de ce qui s'est passé dans notre pays. Alors on peut se flageller et penser que tout est mieux ailleurs. Même quand j'observe aujourd'hui la situation et les bilans, je pense que tout n'est pas mieux ailleurs. Après, je ne vous dis pas qu'on a tout bien fait. Et je ne pense pas que le ministère de l'Intérieur, s'il avait été, et je rebondis à la dernière remarque, dans la capacité de définir la doctrine. Parce qu'en réalité, le sujet dont on parle, c'est celui de la doctrine face au virus. Je le dis, je pense que le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère extraordinaire de compétences, c'est un ministère d'action, je pense que le ministère de l'Intérieur n'était pas en capacité de définir la doctrine de lutte contre le virus. Et que ça relevait d'autres instances plus interministérielles, et en particulier du ministère de la Santé et de la Solidarité, parce que je n'ai jamais vu aucun préfet, aucun directeur d'administration centrale me dire voilà la bonne façon dont on doit traiter un cluster, etc. Parce qu'il n'y a pas cette compétence dans le sujet. Et donc, je ne critique pas le ministère de l'Intérieur, je vous dis, je pense que c'est un des ministères les plus puissants de notre pays pour mettre en œuvre de façon opérationnelle ou pour gérer des crises de façon extraordinaire. Et je pourrais vous donner 1000 exemples. Mais sur la définition de la doctrine
d'organisation et de lutte contre la pandémie. Il exécute des orientations, il n'est pas le mieux à même de décider les orientations de lutte contre ce sujet-là. C'est pour ça qu'il y a un travail interministériel. Mais ce que je sais, c'est que toutes les demandes qui ont été faites à ce ministère a répondu globalement bien à toutes les demandes qui étaient faites. Est-ce qu'on a passé les bonnes commandes? Je ne sais pas. C'est là où le débat est plus ouvert. Sur les questions du nombre de vols de masques, je ne suis pas en capacité de vous répondre aujourd'hui. Je pense que les services du ministère de l'Intérieur sont capables de répondre. Et sur les affaires résolues, là aussi, je pense que seul le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sont en capacité de vous répondre. Sur l'équipement de masques, j'ai répondu précisément à cette question-là. Et nous n'avions pas, parce que ce n'était pas la doctrine nationale prévue, que tous les policiers et tous les gendarmes, dès le début de la diffusion du Covid dans notre pays, soient équipés en permanence de masques comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le sont. La doctrine a changé. Et la doctrine, en fait, c'est celle que nous avons appliquée pour l'ensemble des ministères. La doctrine était priorité au personnel soignant, dans un premier temps, pour l'équipement en permanence de masques. Ce n'était pas le cas pour les autres administrations, mais je vous le dis, le ministère de l'Intérieur est certainement celui qui a fait en sorte que ces personnels soient, en fonction de la progression de la disponibilité des masques dans notre pays, le plus vite possible équipés pour assurer cela. Le nombre de verbalisations, je n'ai plus le chiffre exact. Ce n'est pas dans mes archives et je ne suis pas parti avec les archives du ministère de l'Intérieur. Je les ai mis à disposition du service des archives, mais je crois qu'on était à plus de 1 million et à plus de 20 millions de contrôles qui étaient organisés. Mais je mets cela entre parenthèses. Mais j'ai rendu public ces chiffres et le ministère de l'Intérieur pourra vous les communiquer à l'unité près. Parce qu'on a un système de reporting sur le nombre de contrôles. Chaque unité fait remonter à son échelon supérieur et ça remonte presque quotidiennement. Et on arrivait à comptabiliser jour par jour le nombre de contrôles qui étaient faits. Ramener à la population, ce n'était pas énorme. Et ramener aux policiers présents sur le terrain, c'est en moyenne entre 5 et 10 contrôles par jour. C'était ça aussi les proportions dans lesquelles nous étions, mais c'est un nombre significatif. Alors je ne sais pas si une étude a été menée sur le qui a été verbalisé, mais par contre on peut avoir une approche territoriale, ce que je disais sur la Seine-Saint-Denis, j'avais donné ces chiffres-là, donc on peut les retrouver, qui du coup sont un indicateur, mais ne sont pas justes. Je préfère être clair sur le sujet. Non, on était plutôt sur 5 à 10 contrôles par jour, mais ramené au nombre de policiers et gendarmes, 250 000, ramené sur l'ensemble du territoire national. Donc ça n'a pas de sens. Vous avez raison dans votre... voilà. De la précision. Je passe aux questions suivantes. Olivier Paccaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans le prolongement des interventions des sénatrices Desroches et Préville, je me permets, même si vous avez en partie répondu, mais je me permets de revenir à cette période pendant laquelle, au début du confinement, les forces de l'ordre en France ont œuvré sans masque. Alors vous avez dit qu'il y avait la même problématique dans d'autres pays, vous avez cité l'Allemagne, mais je pense sincèrement que l'immense majorité de vos collègues, entre guillemets, bénéficiaient de masques. On voyait tous les soirs des images en Inde, en Chine, un peu partout, les forces de l'ordre étaient masquées. Et je me souviens, moi, d'images qui m'avaient marqué à la frontière espagnole. On avait les policiers français, alors il y avait des douaniers, mais il y avait aussi des policiers qui n'étaient pas masqués et qui étaient très mécontents en montrant leurs collègues de l'autre côté de la frontière, la Guardia Civile, qui, elle, était masquée. Alors, ça pose vraiment question. Bon, vous avez parlé de doctrine, vous avez revendiqué le fait de reverser, c'était le terme de Laurent Nunez, 1 400 000 masques FFP2 aux ARS, mais vous avez mis en danger vos hommes. Vous avez mis en danger vos hommes. Vous avez mis en danger, Madame Préville l'a aussi fait remarquer, les personnes qui ont été contrôlées, à qui on donnait ou on prenait un papier sans qu'il y ait de protection. Il faut en être conscient. Alors, je ne sais pas si c'était la bonne doctrine, mais c'est un fait. Vous avez dit tout à l'heure, vous n'en êtes pas sûr, mais qu'il n'y a pas une mort parmi les forces de l'ordre due au coronavirus. Il semblerait que... Pardon, je vous coupe. Dans le cadre de contrôle, il y a eu, à ma connaissance, 3 morts du coronavirus dans le service pour des gens qui n'étaient pas en responsabilité de terrain et qui n'étaient pas sur le controle. Bon, Monsieur effectivement, moi, j'aurais le temps de répondre. Ouais. Finissons, Olivier Paccaud, à la parole. Merci. Mais effectivement, je suis content de votre précision parce que moi, j'avais entendu qu'il y avait quand même des morts
parmi les forces de l'ordre. Mais justement, avez-vous des statistiques précises concernant les forces de l'ordre qui ont été touchées, qui ont été plus ou moins fortement touchées? Dans mon département, dans mon canton, le canton de Mouilly, il y a 2 gendarmeries. Il y en a une qui a été fermée, carrément fermée, ce qui est rarissime, parce qu'il y avait une dizaine de gendarmes qui étaient sur le flanc. Dernière toute petite question, vos stocks de masques ont-ils été reconstitués pour doter les forces de l'ordre? Merci. Michel Meunier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi c'est une question dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. Très vite, au moment du confinement, la garde des Sceaux a précisé par circulaire les mesures apportées pour l'éviction du conjoint violent du domicile. Donc j'ai une question, quelles ont été les suites que vous avez données, les consignes que vous avez données aux forces de l'ordre? Est-ce que vous avez un bilan chiffré de ces éloignements de conjoints violents? Et est-ce que c'est des sujets qui faisaient partie de la fameuse cellule interministérielle, enfin CIC? Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Victoire Jasmin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai bien compris que vous étiez quelque part tributaire de l'avis du Conseil scientifique. Le président, le professeur Delfrécy, nous disait ici qu'il émettait un avis et que la décision était politique. Donc là, après, il y avait des ordonnances, évidemment. Donc là, vous venez de répondre en quelque sorte pour dire que vous étiez quand même dans cette logique-là. Bon, je pense que vous auriez pu faire un certain nombre de préconisations. Alors, pour ce qui concerne les Outre-mer, ma collègue, Madame Céline Boulay-Espéronnier a évoqué les zones frontalières. Mais moi, je vais vous parler des Outre-mer. Alors, c'est fait, vous n'êtes plus ministre, mais si vous devriez suggérer un certain nombre de préconisations concernant les frontières par rapport à la Guyane, déjà, parce que là, c'était particulier, et on a vu le rebond, mais aussi par rapport à Saint-Martin, parce que la situation était encore délicate jusqu'à il y a quelques jours. Donc, vous étiez évidemment ministre quand il y a eu des décisions particulières. Et là encore, la préfète, parce que vous avez travaillé beaucoup avec les préfets, mais la préfète avait mis en place un système pour protéger la partie française, mais sur un territoire comme Saint-Martin, ce n'est pas évident. Les personnes qui, depuis Irma et Maria, ont dû aller habiter de l'autre côté de la frontière, qui est une frontière qui est toujours perméable, ont eu récemment des difficultés pour aller travailler, et les élèves ont eu aussi des difficultés pour aller à l'école, tout simplement parce qu'ils ont été hébergés depuis les ouragans Irma et Maria de l'autre côté de la frontière. Donc, une frontière provisoire avait été mise, et il a fallu que ce soit la population, mais aussi le président de la collectivité du côté français, qui s'émeuvent pour qu'on trouve des solutions. Alors, si vous aviez des suggestions, parce que maintenant vous n'êtes plus en situation au niveau du ministère, des suggestions à faire par rapport à ce que vous avez mis en place au moment où vous étiez là, qu'auriez-vous proposé à votre successeur? Merci. Très bien, merci. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais redire ce que j'ai dit, Monsieur Pacaud. J'ai bien entendu le côté mes hommes, je les ai mis en danger, etc. Vous savez, je crois que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous mettez les policiers et les gendarmes, si je prends votre logique, en danger permanent, parce qu'ils sont dans un monde qui est par nature hostile et ils s'engagent, quelle que soit l'hostilité du monde auquel ils doivent faire face. Et donc on pourra toujours chercher à mettre en cause un ministre en responsabilité sur ces sujets-là. Ensuite, un ministre, il applique des doctrines de protection de ses personnels, et donc je vais être extrêmement clair. Vu que vous m'interrogez une nouvelle fois sur ce sujet, je me suis exprimé à plusieurs reprises ici, mais vraiment vous dire que la première contrainte que nous avions était liée à cette disposition de masques au niveau national. Et donc, nous avons appliqué, mais vraiment de la façon la plus stricte, toutes les consignes qui nous étaient données. Les consignes qui nous étaient données, c'était une doctrine d'emploi. Et cette doctrine d'emploi, elle a évolué en fonction de la circulation du virus sur le territoire national. Mais je le redis, j'ai veillé
non pas pour me déresponsabiliser, mais parce que je trouve que la mise en cause est toujours facile et que c'est bien d'avoir cette capacité à être mise en cause, mais je vais vous dire ce que j'ai fait en responsabilité. J'ai veillé dans le strict de la doctrine gouvernementale d'utilisation de masques telle qu'elle était définie, en prenant en compte le stock opérationnel du ministère, de faire en sorte à ce que nous ayons des kits de protection disponibles dans tous les véhicules de patrouille ou d'intervention auprès de ceux qui sont chargés de recevoir le public dans les commissariats, mais aussi dans les brigades de gendarmerie ou les guichets de préfecture. Et il a été précisé, et c'était la doctrine, que les masques devaient être portés en cas de contact avec une personne présentant ou des symptômes du Covid-19 ou dans des cas de figure présentant un risque important de cette nature. Cette doctrine avait été présentée au CHSCT exceptionnel du 9 mars par le secrétaire général du ministère. Elle a d'ailleurs été précisée par une instruction du directeur général de la police nationale le 13 mars et des consignes du directeur général de la gendarmerie nationale du 16 et du 27 mars. Le 23 mars, pour répondre aux interrogations qui résultaient de la progression de la diffusion de ce virus, j'ai souhaité qu'une réunion se tienne avec les organisations syndicales de la police nationale, en lien d'ailleurs avec la gendarmerie nationale, et le directeur général de la santé, le professeur Salomon. Ensuite, sur la dotation en équipement, les stocks disponibles, je vous ai donné un certain nombre de chiffres. Le 13 mars, 810 000 masques qui étaient issus du stock ministériel dont nous disposions, 300 000 masques supplémentaires, et c'est monté en puissance jusqu'à 14 millions de masques au mois d'avril sur cela. Donc, à la question de savoir si tous les policiers étaient équipés de masques et pouvaient les changer toutes les 4 heures, quelle que soit leur activité, la réponse est effectivement non. Peut-être que nous aurions pu prendre la décision de dire aux policiers et aux gendarmes de notre pays de rester chez eux, de ne plus sortir, de ne plus aller sur le terrain. J'ai pris ma part de responsabilité. Et effectivement, elle est difficile, mais j'ai choisi d'être ministre de l'Intérieur et donc je l'assume pleinement. J'ai pris ma part de responsabilité pour appliquer cette doctrine-là au vu des éléments qui étaient communiqués sur la façon dont on devait gérer le virus. Et il est beaucoup plus facile de le commenter quelques mois après et d'imaginer ce qu'on aurait pu faire. Il y a plein de sujets sur lesquels, dans ma vie, j'aurais pris des décisions différentes. Mais j'ai pris des décisions avec un éclairage donné. Pour répondre, Madame la sénatrice, au fait que, effectivement, les scientifiques vous donnent un avis. Ensuite, il y a des décisions politiques. Elles étaient prises dans le cadre du CDSN avec la volonté de suivre le regard scientifique. Mais les décisions politiques qui sont prises, nous devons les assumer. Et je les assume toutes, pour ce qui me concerne, en fonction des éclairages. Et j'assume d'ailleurs, même si je n'étais pas en capacité de décider, parce que ça relève du président et du Premier ministre, mais j'assume pleinement la mise en œuvre opérationnelle des décisions qui ont été prises dans ce cadre-là, parce que ce sont des décisions politiques sur lesquelles nous devons agir. Je reviendrai sur la gestion des frontières, même si c'est un sujet compliqué pour moi, mais pour M. Pacaud, vous dire, est-ce que les stocks utiles ont été reconstitués? Il faut demander au ministre de l'Intérieur. Je suis bien incapable de vous répondre, savoir si aujourd'hui les stocks du ministère de l'Intérieur ont été reconstitués. Je ne suis plus ministre de l'Intérieur au 8 juillet, mais ce que je sais, c'est que nous avions commandé plus de 100 millions de masques pour la police, la gendarmerie et la préfectorale dans notre pays, et que je crois vraiment, en dehors du ministère de la Santé, que le ministère de l'Intérieur est celui qui a été le plus agile pour faire en sorte de garantir l'équipement maximum de ses forces d'action, pas seulement de ses forces de sécurité intérieure. Sur la question des violences conjugales, je crois que le ministère, et je l'ai impulsé personnellement, a tenté de répondre à ces situations dramatiques que nous connaissons, hélas, dans notre quotidien, mais que nous connaissions en particulier du fait du confinement et des violences sur lesquelles on pouvait avoir l'incapacité de crier une alerte sur ce sujet-là. Et je crois que le ministère a été à l'initiative d'un certain nombre de choses. Je pense par exemple à l'accord qui a été donné par l'Ordre national des pharmaciens sur les alertes dans les pharmacies. Un jour, j'ai vu que ça se pratiquait en Espagne. Vous voyez, des fois, on n'a pas d'idée. On peut les pomper ailleurs. Et donc, j'ai appelé personnellement la présidente de l'Ordre national des pharmaciens pour lui dire, voilà, en Espagne, il se passe ça. Est-ce que vous avez la capacité de faire passer le message? Et on tente de faire ça dans toutes les pharmacies de France. Elle m'a répondu banco. Ensuite, nous avons élargi tous les moyens possibles de donner l'alerte. La vraie difficulté, c'est que quand vous êtes confiné avec un conjoint violent, vous ne pouvez pas forcément téléphoner. Alors, on a mis en place, et c'était une suggestion de Laurent Wauquiez qui me l'avait faite, un numéro par texto pour donner l'alerte par texto. En disant, si j'ai un téléphone, je peux aller me cacher aux toilettes et je peux envoyer un texto.
J'ai eu cette idée dans un courrier donné par Laurent Wauquiez, et donc je l'ai mise en œuvre. De la même façon, on s'est dit ça peut être par Internet, sur les chats. Et donc on a ouvert un dispositif 24 heures sur 24 pour donner l'alerte. Et sans même que je le demande aux policiers et aux gendarmes, ils sont venus me voir pendant la gestion de crise en me disant on va faire des appels d'initiative. C'est-à-dire qu'on connaît des situations familiales qui n'ont pas abouti à un suivi judiciaire, mais dans lesquelles on pourrait craindre qu'il y ait des problèmes. Et donc ils appelaient d'eux-mêmes dans la famille, et au son de la voix, parce qu'ils sont formés pour et parce qu'ils ont cette capacité, ils intervenaient, ils sentaient qu'il y avait un problème. Et donc, ils passaient d'initiative. Est-ce qu'on a réglé tous les problèmes? Évidemment non. Mais je peux vous dire qu'ils ont été particulièrement mobilisés sur ces sujets pour faire en sorte que chaque fois que c'était possible, en lien évidemment avec la ministre de la Justice, avec Marlène Schiappa qui suivait ces dossiers, avec aussi Aurélien Taquet Adrien Taquet sur les menaces sur les enfants, parce qu'on a élargi aussi nos dispositifs, parce qu'on sait bien que dans ce lieu fermé, le pire est toujours possible. Et donc vraiment, ils ont été très actifs sur ce. Je dis ils, même si j'ai pu impulser moi-même, parce que je crois qu'ils avaient conscience de l'enjeu majeur sur lequel il fallait porter cette vigilance, et ils ont fait des choses assez remarquables, mais hélas, ils n'ont pas pu prévenir toutes les situations de violence intrafamiliale que nous connaissons, que ce soit sur le conjoint ou que ce soit sur les enfants. Sur votre question, Madame Jasmin, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur la gestion des frontières, parce que ce qu'on voit, c'est effectivement, notamment sur les Outre-mer, on a pris des mesures assez drastiques pour limiter l'accès dans les Outre-mer, et que c'était objectivement la meilleure façon de faire. Il y a un territoire d'outre-mer qui a été totalement préservé du virus, parce que c'est Wallis et Futuna, parce qu'effectivement, on a coupé la totalité de destinations. Mais c'est extrêmement lourd à gérer. On l'a connu avec Mayotte, par exemple, où on a eu un développement du virus, mais dès lors qu'on supprimait toutes les lignes d'accès, se posait la question des transports sanitaires. Donc il a fallu rétablir des transports sanitaires entre Mayotte et La Réunion. Et de la même façon, on a eu le problème des étudiants, des enfants, des familles qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'on n'avait plus de fret. On n'avait plus de vol, et donc du coup, on avait un problème. Et on avait, c'est pour ça que j'ai parlé fret, aussi un problème de fret, parce que du coup, comme il n'y avait plus de vol régulier, on avait des sujets. Tout ça est extrêmement délicat, mais il est vrai que pour les Outre-mer, compte tenu globalement du sous-équipement que nous avons en matière de capacité en réanimation, il a fallu projeter des unités, je crois que vous avez eu, Madame Parly tout à l'heure, des unités militaires quelquefois. Il a fallu organiser des vols Evassan pour faire le transport de malades, mais il a fallu surtout tenter de prévenir au maximum le développement du virus, parce qu'on savait que les capacités n'étaient pas forcément dans les moyens de faire face. Le seul conseil que je donnerais, c'est effectivement celui de limiter au maximum toute entrée nouvelle sur ces territoires. Mais sur la Guyane, là, on sait qu'on a une autre dimension de difficulté, qui est que contrôler la totalité des frontières de la Guyane, ce n'est pas la peine que je commente, on sait la limite du système. Merci, Monsieur le ministre. Il n'y a pas d'autres questions. Juste vous rassurer, Monsieur le ministre, dans cette commission d'enquête, on ne commande pas l'histoire, on ne la réécrit pas, simplement on essaye modestement, humblement, de l'analyser. Merci à toutes et tous. Merci à vous.